Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle semaine, nouvelle édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous choisir. Voici les titres de votre journal. Début des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023-2024 lancé par le patron de l'EPST, le professeur Tony Mwaba. Et ce matin, nos reporters sont allés à la rencontre des finalistes. Les détails à suivre dans ce journal. Bombardement à Goma, les réactions ont fusé dès partout du gouvernement congolais à l'Union européenne, condamnant avec la dernière énergie ces actes atroces. Élection présidentielle au Tchad, la première au Sahel depuis la vague de putsch. Plus de 8 millions de la population tchadienne se sont présentés ce lundi aux urnes pour élire leur futur président. Les détails, c'est tout de suite. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre. Les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023-2024 ont été lancées par le ministre Tony Mwaba Kazadi après le lancement de ces épreuves à l'Institut Lumumba situé dans la commune de Limete. Le ministre de l'EPST s'était également rendu dans d'autres centres de la ville pour s'assurer de la réussite totale de ces épreuves. Jeanette Fika. C'est à l'Institut Lumumba à Kinshasa que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a officiellement lancé les épreuves hors session de l'examen d'État ce lundi 6 mai 2024. À l'Institut Lumumba, c'était en présence du représentant du ministre de l'Éducation de Kinshasa, de membres du comité provincial de sécurité, des autorités du sous-secteur, de l'éducation et de récipiendaires de ces centres que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a procédé à ces lancements, tout en indiquant les statistiques de candidats inscrits à la dissertation cette année. Tony Mwaba Kazadi a par la même occasion demandé aux finalistes de ne pas s'adonner à la fraude et à la tricherie. Les épreuves hors session que je m'apprête à lancer connaîtront la participation de 952 334 candidats inscrits à la dissertation pour le cycle des humanités. Ces candidats seront répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre. 13 centres fonctionnent en territoire hors frontières. Il convient d'indiquer que 389 841 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 2729 centres. Signalons cependant que les frais de participation des élèves de la province du Nord Kivu ont été pris en charge par le Trésor public. Toujours dans le même chapitre, plus de 950 000 finalistes des humanités ont pris part ce lundi 6 mai 2024 aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023-2024 qui ont débuté avec la dissertation. D'après certains finalistes rencontrés sur terrain par nos reporters, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble. Isaac Bopima et Générosé Sengo. En cette première journée des épreuves préliminaires de l'examen d'État qui ont démarré ce lundi en République démocratique du Congo, les élèves de la 6e année des humanités à Kinshasa, pour la plupart vêtus de chemises ou de blouses blanches, toutes neuves, sont sortis des salles d'examen très joyeux. Tous les finalistes interrogés ont affirmé avoir bien rédigé leur dissertation sans s'être trompés, ne serait-ce que sur une ligne, juste parce qu'ils ont eu une bonne période de préparation. Donc, pour moi, les épreuves de la dissertation, ça s'est bien passé. Donc, avec ce qu'on m'a appris à l'école, je me suis retrouvée. J'ai commencé d'abord par trouver le préambule. Après le préambule, j'ai reformulé les sujets en d'autres termes, comme on les a toujours appris. Après,
j'ai donné, comment on appelle ça, la transition. Avant d'abord de donner la transition, on a d'abord posé des questions. Après les avoir posé la question, on a écrit ce que j'ai dit, la transition. Et puis, on a passé au développement. Nous avons été ravis d'être accueillis dans ce centre. L'accueil était vraiment très chaleureux. Tout s'est passé dans de bonnes conditions. Donc, par rapport au début jusqu'à ce qu'on est arrivé dans les salles, donc tout a été dans le calme et la discipline. Parce que c'était aussi ça qui était de rigueur là-bas. Donc, nous avons reçu notre examen, nous avons travaillé, maintenant nous avons fini. Les impressions sont bonnes et ravis, on peut dire. Déjà, bon, c'est un plaisir d'être accueilli ici à l'Institut Monseigneur Boukilialé. Déjà, bon, pour les épreuves, ça a été au début un peu compliqué, mais en réfléchissant mieux, je me suis en sorti vu que mon sujet était un sujet à commenter. Faire les commentaires de quelque chose, c'est plus facile parce que la réflexion vient de soi. Il faut noter que sur les 2959 centres de passation de ces épreuves hors session, 13 centres fonctionnent en dehors de nos frontières nationales, dont 2 en Angola, 1 à Kampala en Ouganda, 1 à Kigali au Rwanda, 5 à Bujumbura au Burundi et 4 à Kigoma en Tanzanie. Je vous lisais en titre que les réactions fusent dès partout pour condamner les bombardements qui ont fait plusieurs morts à l'est de la République démocratique du Congo, un acte terroriste de M23 soutenu par Kigali et qui a récusé samedi cette affirmation, le qualifiant de ridicule et d'absurde. Roger Matadi nous en dit plus. Plusieurs voix s'élèvent après les bombardements qui a coûté la vie à plusieurs civils, ainsi que les récentes avancées sur les terrains des terroristes du M23 et ses alliés à Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Parmi les réactions, nous pouvons lire les tweets de la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a manifesté sa colère et indignation face à cette attaque lâche et barbare. Selon elle, ces actes terroristes contre nos concitoyens innocents sont inhumains et injustifiables. En tant que nation, nous ne céderons pas à la terreur. Notre détermination demeure intacte et inébranlable pour un Congo uni, pacifique et prospère. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple congolais. Il a cependant déploré l'escalade continue de la violence sous toutes ses formes dans l'est de la RDC. C'est au cadre de l'Union africaine a en outre réaffirmé son soutien au processus de Luanda et de Nairobi dans la quête des voies et moyens pour aboutir à une paix durable dans l'est de la RDC, ainsi que dans toute la région des Grands Lacs. Et de l'autre côté, la délégation de l'Union européenne avec les ambassades des États membres de l'Union européenne apporte leur appui aux autorités congolaises pour traduire en justice les auteurs de cette agression. Rappelons que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait décidé le vendredi dernier d'interrompre sa tournée européenne pour rentrer urgemment au pays après cette attaque. Félix Tshisekedi a le pain sur la planche pour mettre en urgence fin à cette guerre. Au cas contraire, ce voyage diplomatique n'aurait servi à rien. Et dans un communiqué, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, ECID en sigle, parti cher à Martin Fayoulou, s'oppose à tout changement de la Constitution ou toute révision de ces articles, comme l'en a clairement exprimé la volonté en Europe le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, la semaine dernière. C'est dans sa déclaration rendue publique ce lundi 6 mai 2024, dont une copie nous est parvenue, que l'ECID rappelle au président de la République son opposition à tout changement de la loi fondamentale, surtout dans ces articles verrouillés. Par ailleurs, cette formation de l'opposition appelle le peuple congolais à se ranger derrière les forces patriotiques pour contrer ses velléités et son intention de donner une impulsion à la balkanisation de la RDC. Comme peut-on lire dans cette déclaration signée par Devos Kitoko Moulenda, secrétaire général de l'ECID. Et tout à fait autre chose à présent, plusieurs automobilistes de Kinshasa se plaignent d'avoir parcouru de longs trajets pour s'approvisionner en carburant. Nos reporters ont constaté cette situation ce lundi 6 mai 2024 dans la commune de La Gombe. Encore une fois, Isaac Bopima et Généraux Essengo.
Le constat est amer dans plusieurs stations-service de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, qui est confrontée depuis le week-end dernier à une nouvelle rupture de stock de carburant causée par l'entreprise de logistique pétrolière SEP Congo qui a suspendu les navettes de ses camions citernes pour l'approvisionnement des stations-service les nuits et les week-ends. Sur terrain, tous les utilisateurs de véhicules motorisés se plaignent de cette situation. Souci na biso ezapo kabia ndenge etambola te boye parce que mboka eza bien te. Voyez? Les pays n'avancent pas. Voyez? Parce que ceux qui tali même namba ceux na memi na makamba gouvernement parce que ceux qui gouvernement est déjà à place, il allait très bien trouver solution. Maintenant, il n'y a pas un gouvernement au Congo. Makambo ezotambola un peu mabe. En français balobaka absence à l'État, et autorité à l'État, comme on dit. Vraiment, ezali mawamingi. Eza vraiment mawamingi na makambo. Il y a l'État na biso parce que essence n'indimité que crise mondiale. Les aka biso net ozali frappé. Donc ezali mégestion. Bateau bazo diriger département il y a hydrocarbures, peut-être ba diriger mabe. Il y a monde dozo souffrir na crise. Ils a participé mawamingi. Net ilobi to somaki carburant na ba Kadhafi wana 5000 litres. So on met ma moto na combien, on tire la moto combien, on sala combien de courses. Donc ils a passé. To lo baka to pona mwana mboka ngo bakamone ezokene donc pas si fort. Face à cette crise, des mesures urgentes sont nécessaires pour résoudre ces problèmes et éviter des perturbations plus graves en assurant un approvisionnement régulier en carburant pour la population. En attendant, les habitants de Kinshasa doivent faire preuve de patience et d'organisation pour faire face à cette situation exceptionnelle qui perturbe le quotidien de la capitale congolaise et affecte l'économie nationale. Élection présidentielle au Tchad, des milliers de Tchadiens ont voté ce lundi 6 mai 2024 pour mettre fin à 3 ans de pouvoir militaire dans une présidentielle qui se résume à un duel inédit entre le chef de la junte, le général Mahamad Idriss Déby Itno, et son premier ministre succès Masra, ex-opposant rallié à son régime. Plus de détails dans ces récits de Roger Matadi. Plus de 8 millions de Tchadiens ont voté ce lundi 6 avril 2024 pour la première fois depuis la prise de pouvoir des militaires en 2021. Le bureau des votes disséminé dans ces vastes pays d'Afrique centrale semi-désertique ou désertique sur 80% de sa surface ont été ouverts à 6h et se sont fermés à 17h. Les soldats ont commencé à voter depuis dimanche dernier. Déby et Masra, âgés de 40 ans, se sont dit chacun convaincu d'être élu dès le premier tour. Par contre, les autres candidats ne peuvent espérer que des miettes, car peu connus ou réputés, peu hostiles au pouvoir. Le pays a connu enfin l'élection présidentielle, mais quelles sont les attentes de la population? Quelques Tchadiens répondent au micro des non-confrères de France 24. Beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ce pays. Même le fait de ne pas avoir l'électricité, c'est déjà un problème. Et l'eau, ça c'est des trucs vraiment préliminaires, même là il y a un problème déjà, donc on a vraiment que tout ça là ça change. Moi depuis 3 mois il n'y a pas d'électricité, l'eau même il n'y en a pas. Mais ce que je veux là, je veux électricité et l'eau, que maintenant à partir d'aujourd'hui jusqu'à là je veux électricité et l'eau pour notre pays. On veut un changement, la justice et l'égalité et trucs. Le travail et tout, donc ça serait mieux pour nous aussi. Nous les jeunes, plutôt. L'élection se tient alors que les USA ont annoncé fin avril les retraits temporaires d'une partie de leurs troupes déployées au Tchad, que les puissances occidentales considèrent comme un allié important face à l'influence grandissante de la Russie dans la région et face à l'insurrection des troupes djihadistes. Des résultats provisoires sont attendus d'ici le 21 mai et les résultats définitifs début juin. Un second tour sera organisé le 22 juin si aucun des candidats n'obtient plus de 50% de suffrages.
Et quittant le Tchad pour Israël, une réunion au cœur sur un projet de trêve associé à la libération d'otages dans la bande de Gaza s'est achevé dimanche sans avancée. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé qu'Israël ne pouvait accepter les demandes du mouvement islamiste qui réclame un cessez-le-feu définitif dans le territoire palestinien en préalable à tout accord. Reportage de nos confrères de France 24. Le Hamas le martèle depuis le début de l'offensive sur la bande de Gaza. Israël doit retirer ses troupes de l'enclave assiégée. Il n'y aura pas d'accord sans une cessation totale des hostilités. De son côté, Israël se dit favorable à une trêve, mais refuse de se retirer tant que l'appareil militaire du Hamas ne sera pas anéanti. Nous ne pouvons accepter une situation où le Hamas sortirait de ses tunnels pour contrôler Gaza à nouveau, reconstruire leurs capacités militaires et reprendre leurs attaques sur les villages autour de Gaza, sur les villes du sud et à travers le pays. Si cela arrive, alors le prochain 7 octobre n'est qu'une question de temps. Le Hamas pourrait tenir sa promesse, perpétrer encore et toujours des massacres, des viols et prendre des gens en otage. Nos héros et héroïnes sont-ils morts pour cela ? Avons-nous payé le prix fort pour cela? La réponse est non. Tel que discuté actuellement, la trêve ferait taire les armes pendant 40 jours et permettrait la libération de certains des otages encore retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Vendredi, le secrétaire d'État américain mettait la pression sur le Hamas. Selon Anthony Blinken, accepter un cessez-le-feu en ces termes devrait être une évidence. La réalité d'aujourd'hui, c'est que la seule chose en travers du peuple de Gaza est d'un cessez-le-feu et le Hamas. Samedi, des milliers d'Israéliens sont de nouveau descendus dans la rue pour exiger de leur Premier ministre qu'il accepte l'accord sur la table, dans l'espoir de voir leurs proches enfin rentrer à la maison. Ce dimanche, Benjamin Netanyahou a aussi reçu un appel d'Emmanuel Macron, le président français l'encourageant à mener à bien les négociations de trêve avec le Hamas. Mais le chef de l'État hébreu pourrait être plus enclin à céder aux pressions venues de l'extrême droite et lancer son offensive terrestre sur Rafah, qu'il continue de brandir comme une menace. Retour à Kinshasa pour parler santé et bien-être. L'ail est un aliment de base dans la plupart des cuisines. Il est également réputé pour ses propriétés médicinales. Il peut réduire le risque de crise cardiaque. D'autres bienfaits sont à suivre dans ce récit que je vous propose de suivre. Non seulement qu'il favorise la santé des os, l'ail contient également des propriétés anticancéreuses. Les effets positifs de l'ail aident à maintenir une bonne action du foie, mais aussi au maintien de l'équilibre microbien intestinal. L'ail est un antibiotique naturel plus efficace, surtout lorsqu'il est pris le matin sans rien manger. Car en ces moments, les bactéries sont moins résistantes et son action les élimine. L'ail soigne également les infections urinaires car il peut être consommé cru. L'ail est aussi un excellent allié pour la santé des reins car il contient plusieurs vitamines, notamment la vitamine A, B, C et E. Notez bien, on recommande cependant d'éviter de consommer d'importantes quantités d'ail, aliments ou suppléments avant et après une intervention chirurgicale en raison de ses effets anticoagulants qui pourraient augmenter le saignement. Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Début des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023-2024 lancé par le patron de l'EPST, le professeur Tony Mwaba. Et ce même matin, nos reporters sont allés à la rencontre des finalistes. Les détails, vous l'avez bien évidemment suivi dans ce journal. Bombardement à Goma, les réactions ont fusé de partout du gouvernement congolais à l'Union européenne qui ont condamné avec la dernière énergie ces actes atroces. Et enfin, élection présidentielle au Tchad, la première au Sahel depuis la vague des putschs. Plus de 8 millions de la population tchadienne s'y sont présentés ce lundi aux urnes pour élire leur futur président. Vous avez suivi les détails dans cette édition. Voilà, ce journal est complètement terminé, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur BC Télévision. Au revoir.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.